Trait d'Union, un podcast des éditions Noir sur Blanc. Bienvenue dans Trait d'Union, un podcast en 5 épisodes consacré à la maison d'édition Noir sur Blanc. Pour commencer, retour sur les origines de la maison, en compagnie de Vera Michalski, qui la fonda en 1986 avec son époux Yann. Vera Michalski, c'est une mécène de l'écrit. La femme orchestre du groupe Libella, réunion de Noir sur Blanc, Bûcher-Chastel, Libretto, Phébus ou les cahiers dessinés, nous reçoit dans sa belle demeure arlésienne, à quelques pas des arènes. Temple du beau, du goût, de l'art et des mots. Livres et œuvres d'art contemporain y voisinent en harmonie. Vera Michalski, bonjour. Comment sont nées les éditions Noir sur Blanc ? Quand nous avons fondé donc, les éditions Noir sur Blanc, en 86-87, les premiers livres sont sortis en 87, il nous semblait qu'il manquait effectivement une pierre à l'édifice européen, dans le sens que il y avait tout un déficit de connaissances et de compréhension dans la partie occidentale de l'Europe par rapport à ce qu'on appelait alors l'autre Europe, c'est-à-dire l'Europe de l'autre côté du rideau de fer, comme on l'appelait familièrement. Et cette littérature contemporaine, puisque les classiques étaient quand même connus, elle pouvait apporter à la fois un grain de folie, pouvait apporter un vent différent, une brise ou une tempête, on va dire, un petit peu à contre-courant quelquefois de ce qui se publiait en Europe, de l'Ouest. Quand on parle des Slaves du côté français, on a toujours l'impression que ce sont des gens excessifs, des gens qui se jettent dans des batailles perdues, des gens qui vont se mettre torse nu devant les tanks, enfin voilà, déjà ce genre de choses, de la cavalerie qui va se jeter sans aucune arme contre les armées hitlériennes, enfin voilà, tout ça, c'est à la limite, on peut dire, presque du folklore, mais ça fait quand même partie de ce que peut apporter la littérature orientale, on va dire au sens large, au tronc commun de la littérature occidentale. Mais aussi justement tout ce qui est la littérature de l'absurde, l'humour un peu désespéré, que les gens pratiquent quand ils sont un peu acculés. Enfin, il y a toutes ces dimensions-là, quoi. C'est difficile de caractériser ça en une seule phrase. Quelle était à l'époque en France l'offre éditoriale consacrée à la littérature des pays de l'Est ? Parmi les gens qui publiaient de la littérature étrangère, bien entendu, dont aussi la littérature slave, il y avait Gallimard, mais il y avait aussi Robert Laffont avec la collection Pavillon, Domaine de l'Est. Mais sinon, c'est vrai que c'était très très rare. Il y avait par-ci par-là un texte, mais ça restait extrêmement marginal. Et nous avons été les premiers, mais on peut d'ailleurs comparer notre travail à d'autres éditeurs qui, à la même époque, ont fait la démarche, le même type de démarche vers d'autres domaines linguistiques. Par exemple, les éditions Philippe Piquier, qui se sont spécialisées étroitement en littérature asiatique. Et nous avons choisi de le faire dans la littérature de l'Europe de l'Est, et essentiellement au début, donc la Pologne et la Russie, et puis ensuite ayant élargi le profil. Les 4 premiers livres que nous avons publiés, donc à l'automne 87, c'était 2 auteurs du domaine polonais, c'est-à-dire concrètement un auteur, c'était le même, Joseph Czapski, avec 2 livres, et puis 2 auteurs du russe, dont un russe d'un classique du XXe siècle des années 20, Mikhail Zoschenko, et puis un auteur contemporain à l'époque, qui est d'ailleurs récemment décédé, qui s'appelait un duo d'auteurs, Lev et Alexandre Chargorodsky. Pourquoi, selon vous, les éditeurs français s'intéressaient-ils relativement peu aux auteurs des pays de l'Est ? Y avait-il quelque chose d'un peu âpre qui pouvait leur faire peur ? C'est vrai que la France est quand même un peuple latin, donc peut-être naturellement plus attiré par les littératures latines ou les littératures anglo-saxonnes, et qu'à part la littérature russe, bien entendu, qui fait partie de notre bagage à tous, les grands romans du 19e, etc., il y a peut-être moins d'intérêt, moins de curiosité. Alors que vous prenez un pays comme l'Allemagne, où là, l'intérêt, la curiosité pour l'Europe centrale et l'Europe de l'Est fait partie du milieu éditorial depuis longtemps. Vous avez énormément de textes traduits. Et d'ailleurs,
puisque nous publions aussi en polonais, donc on cherche après à vendre les droits étrangers de nos livres polonais. Les Allemands sont parmi les premiers toujours à s'y intéresser. Votre objectif premier était de créer des passerelles. C'est un mot qui vous est cher. Quel peut être le rôle de la littérature, notamment comme trait d'union ? La littérature a un rôle primordial et que un roman, ou même sans aller dans la littérature qui se base sur des faits réels, mais même un ouvrage de fiction pur et simple, vous apprend beaucoup plus sur un pays que des longues discussions, pour comprendre la mentalité d'un pays, l'histoire d'un pays, la façon dont les gens fonctionnent. Je trouve que c'est très très important de pouvoir utiliser donc justement la fiction comme une source de compréhension des choses. La seule racine commune, ce serait que prenez les Polonais, prenez les Russes, mais prenez finalement beaucoup de peuples d'Europe centrale. L'histoire du XXe siècle, sans remonter plus haut, puisque bien sûr ça peut remonter beaucoup plus haut, a été faite de tellement de bouleversements, de tellement d'histoires tragiques, que finalement ça laisse des traces dans l'écriture, ça laisse des traces dans les mentalités, ça laisse des traces partout. Et que si on veut parler de racines communes, c'est ça. Mais après, donc, après 89, après la chute du mur, vous voyez, il y avait cette fracture générationnelle entre ceux qui avaient vraiment vécu le communisme dans leur chair et ceux qui étaient dans l'opposition et qui avaient dû donc voir disparaître une partie de leur famille dans les camps, dans les déportations, sans parler donc des guerres et des famines et de tout ce qui s'en est suivi. Pardon. Il y a eu cette fracture entre les gens qui voulaient maintenant, et ce qu'on mettait beaucoup en avant dans les nouveaux textes, en finir avec les règlements de compte de l'après-communisme et en revenir, si vous voulez, à une littérature pure et dure où il n'est plus question d'imaginaire et de fiction que de réalité. Mais n'empêche que cette histoire tragique pèse sur les mentalités, pèse sur les consciences et se retrouve toujours d'une façon ou d'une autre, plus ou moins cachée, plus ou moins évidente, dans les textes. Venus de France, venus de Suisse, venus d'Europe de l'Ouest, les gens n'avaient pas conscience de tout ce poids de l'histoire, et avaient un peu de mal à comprendre ce qui animait finalement, ce qui faisait fonctionner les gens issus de cette partie du monde. Bon, évidemment, on sentait quand même qu'on était dans une fin de règne, quelque chose qui allait changer, mais après tout le monde a été surpris de la rapidité des changements et du bouleversement qui s'est fait. Et d'ailleurs, moi je me souviens d'avoir fait des rendez-vous pour signer des contrats ou des auteurs, ça se faisait sur un coin de table, dans un café parisien, quand les gens venaient pour une conférence ou autre chose, que quand on a commencé à publier en polonais, avant d'ouvrir le bureau de Varsovie qui s'est ouvert en 90, on avait déjà publié quelques livres donc polonais. Et donc là, ces livres ne pouvaient pas être vendus dans les librairies en Pologne. Donc ils étaient vendus dans les nombreuses librairies à l'époque polonaises à l'étranger. Il y en avait, je crois qu'il y en a eu jusqu'à 3 ou 4 à Paris. Il y en avait 2 à Londres, il y en avait une à Vienne, et nos livres existaient là-bas. Et puis les gens les achetaient et puis les rentraient planqués dans leurs valises en Pologne. Et à l'époque, il y avait toutes sortes d'éditions clandestines en Pologne, dont certains livres étaient imprimés à l'étranger aussi, où vous aviez des livres que nous avons publiés qui font 600 pages écrits serrés en français, et qui en polonais sortaient dans des petits formats, on va dire, carrés, pour que les gens puissent les mettre dans leur poche. Et les passer. Et en fait, les gens ne pouvaient les lire qu'avec une grosse loupe, parce que c'est écrit, mais vraiment de très très petit. Quand vous faites ça, effectivement, et que vous éditez des auteurs qui sont interdits d'être publiés en Pologne, là vous faites acte politique. Vous ne partagez pas forcément le terme d'engagement tout à l'heure, mais c'est des actes politiques que vous avez. Oui, non, c'est vrai qu'il y a une certaine forme d'engagement à publier ce genre de texte, et je pense que là c'est un rôle important de l'éditeur, de porter ce genre de texte, ce genre de message. Et bien sûr, on ne s'est jamais considéré comme des gens politiques. Moi, j'ai toujours tenu à une neutralité. Mais c'est certain que certains livres demandent un peu de courage. Aviez-vous aussi envie de faire davantage connaître les pays de l'Est sur le mode de la nuance, avec moins de clichés ?
Oui, ça c'était important, c'est-à-dire que chacun des livres qu'on publiait, en tout cas c'était notre conviction, apportait une couleur de plus à la palette et au nuancier, si vous voulez, pour que les gens puissent se faire une opinion un peu plus subtile et moins tranchée que ce que je viens de dire. Et alors on parle de palette, du coup j'en viens à vous poser la question du nom de cette maison d'édition. Pourquoi noir sur blanc ? Alors on a réfléchi longtemps, et d'ailleurs noir sur blanc ça paraissait un peu banal, mais pour nous c'était simplement la chose imprimée, c'était pas autre chose que ça. Et alors quand nous avons cherché un logo, nous avons trouvé assez vite ce logo qu'on a toujours conservé parce que je le trouve très beau, qui est une espèce de N stylisé, parce qu'à la fois c'est un N comme on les écrivait à l'époque, c'est-à-dire qu'il pourrait faire penser à un N cyrillique, et au début beaucoup de gens nous demandaient si c'était un personnage rupestre, donc africain, puisque noir sur blanc, les gens tout de suite pensaient qu'il y avait un rapport avec l'Afrique, j'en sais rien. Et en fait, c'est le N de Nicolas Machiavel, alors que nous étions tous sauf machiavéliques dans cette entreprise, mais on l'a gardé parce que je le trouve beau. Et alors les couleurs, parce que noir sur blanc, c'est très tranché, et au contraire, la maison veut, comme vous le disiez, donner toute la palette et tout le nuancier. Oui. Alors oui, c'est un paradoxe. Si on devait définir l'ensemble du catalogue noir sur blanc, ce serait sans nuance de gris, ce serait du gris du plus clair au plus foncé, du blanc au noir, ce serait des couleurs plus vives. Comment vous définiriez ça ? Au début, c'était peut-être un petit peu plus noir, un petit peu plus tranché, un petit peu plus manichéen, et encore que non, pas vraiment. Mais je crois que là, surtout avec la collection de voyages, découvertes et historiques, et puis les livres de Notabilia, finalement, je dirais que nous sommes assez colorés. Nous n'avons pas peur d'aller certaines fois dans des choses un peu fortes et un peu choquantes, c'est pas le terme, mais qui décoiffent un peu, quoi. Oui. Par exemple, on avait publié la jeune autrice polonaise, Dorota Masłowska, qui avait eu un gros succès en Pologne, comme un peu une Françoise Sagan, encore que le style n'est rien à voir à l'époque, qui avait écrit l'année de son bac, un livre qui a vraiment remué toute la Pologne, et qui a été un vrai challenge de traduction. Ça s'appelait en polonais, le titre original, si on l'avait traduit, ça s'appelait « La guerre russo-polonaise » sous l'étendard rouge et blanc. L'étendard rouge et blanc étant les couleurs nationales de la Pologne, du drapeau polonais. Et en fait, c'était un long monologue d'un rappeur, même pas d'un rappeur, d'un mec qui était assis chez lui et qui ressassait, etc. Bon. Et donc, on l'avait appelé finalement en français Polo Cocktail Party. Et en fait, parce que ça voulait rien dire, tout autant que le titre polonais ne voulait rien dire. mais voilà. C'est assez, on peut s'amuser aussi certaines fois. Il n'y a pas de raison de vouloir toujours être sérieux. Hein. Et l'humour a toujours été un peu une composante aussi de ce qu'on a cherché à publier. Au cœur des missions de Noir sur Blanc, le travail sur la langue, avec des auteurs de l'Est traduits en français et des Français traduits à l'étranger. Vous avez à votre service une armée de traducteurs qui sont aussi des écrivains. Non, nous on a toujours, dès le début, travaillé très étroitement avec les traducteurs. Et donc, et ne choisir que les meilleurs et ne pas faire comme certaines autres grandes maisons d'édition que je ne nommerai pas, ou pour l'urgence de la traduction, on va faire appel à 5, 6, 7 traducteurs sur un seul et même texte. Donc, après le travail, évidemment, l'uniformisation entre les différentes voix doit, j'imagine, prendre du temps, mais enfin, nous, on ne travaille pas avec des traducteurs qui sont des usines à traduire. Ce sont vraiment des orfèvres de la langue avec lesquels on communique très étroitement. Quoi. Ça nous paraît très important. Et d'ailleurs, souvent, des livres prennent du retard parce que le traducteur qu'on voudrait pour ça n'est pas disponible. Et que donc, on préfère attendre. Donc après, quelquefois, il faut négocier avec les agents pour voir si on peut prolonger le contrat pour ne pas le confier à quelqu'un. Voilà. Certains auteurs ont des traducteurs attitrés et ne veulent pas travailler avec d'autres aussi. Parce qu'une connivence s'installe
Souvent, des questions sont posées et certains auteurs sont très angoissés quand quand le traducteur ne les appelle pas pour pour leur poser des questions. Il est écrit dans le texte de présentation de la maison, la vocation des éditions Noir sur Blanc est de publier des textes destinés à durer. Qu'est-ce qui fait la différence entre les textes qui durent et les textes qui passent, selon vous ? C'est une très bonne question. Après, je pense qu'une grande partie des textes sont quand même destinés à durer. À partir du moment où ils ont une certaine qualité d'écriture et que les sujets qu'ils abordent sont assez universels pour pouvoir intéresser les gens. Mais c'est certain, on parlait de mode tout à l'heure. Quand un texte est très mode, il va évidemment se démoder plus vite. Et c'est ce que nous avons toujours essayé d'éviter. Quelquefois, vous allez à la foire de Francfort, où vous échangez régulièrement avec les agents, et d'un coup, tout le milieu éditorial va s'enflammer pour un texte. Et vous vous dites, alors, pourquoi cette excitation ? Donc évidemment, ça fait toujours... quand excitation il y a, tout le monde a envie de savoir, etc., d'offrir, etc. Mais en fait... on s'aperçoit à la réflexion que c'est pas un livre qui correspondrait au catalogue parce que trop mode. C'est là l'intérêt d'une maison qui a une démarche, une vraie démarche, c'est-à-dire de défricher un certain type de littérature et de s'y tenir. Si on plonge dans la longue histoire des éditions Noir sur Blanc, quel texte vous retiendriez ? Si je vous demande par exemple dans l'ensemble de la collection, le texte le plus universel du catalogue, ce serait lequel ? C'est difficile. Vous me posez une colle, le texte le plus universel du catalogue. Je sais pas, j'en reviendrai peut-être à Proust contre la déchéance, parce que là, c'est quelque chose qui visiblement a fini par toucher le monde entier, de se dire, voilà, quelles sont les valeurs essentielles, la littérature, la résistance intellectuelle et toutes ces choses-là. Donc ça, c'est quand même une corde qui peut faire vibrer le monde entier. Un texte comme Les Pérégrins d'Olga Tokarczuk, ça peut aussi intéresser beaucoup de gens parce que ça fait appel à des valeurs, à des histoires, à des cheminements qui peuvent toucher beaucoup de gens. Même si au début les gens se disent c'est un livre peut-être un peu difficile, mais une fois plongé dedans, les retours que j'ai de gens très très divers me portent à croire que ça a quand même une portée universelle. Le texte le plus fou. Le plus fou, alors, donc peut-être justement Dorota Wasłowska, qui après avait écrit un autre livre qui s'appelait Chérie, j'ai tué les chats. Si je vous demande le texte le plus drôle, vous reviendrez peut-être à celui-ci aussi, ou il y en a d'autres ? Non, il y a eu beaucoup de... Bon, les textes les plus drôles, enfin moi, disons, un des grands auteurs du catalogue, c'est Sławomir Mrożek, qui est décédé il y a maintenant quelques années. Mais vous voyez, dans une vie d'éditeur, très peu de textes résistent en fait à une relecture fréquente. Au bout d'un certain temps, quand vous le relisez pour la 3e ou 4e fois, vous vous rendez compte qu'au fond peut-être c'est pas... voilà, vous l'avez lu et c'est bon. Mais Mrożek, chaque fois que je relisais à la 10e, à la 15e, à la 20e fois, on éclatait de rire en le lisant. Quand des choses comme ça résistent à ça, c'est que c'est vraiment incroyablement drôle. Lui, il est surtout connu comme homme de théâtre. Mais surtout, les nouvelles, je trouve, sont des vrais bijoux de concision, d'humour. C'est vraiment à se tordre de rire, quoi, par moments. Le plus bouleversant, alors, pour vous, puisque c'est très personnel, mais... Oui. Alors moi, on a publié le journal de ma grand-mère pendant la Révolution russe. À titre personnel, ça m'a beaucoup touchée. Mais il y a un livre qu'on a publié aussi il y a bien des années de ça, d'un auteur, d'une autrice hongroise, qui s'appelait Hélène Polsz, je ne garantis pas la prononciation hongroise, qui était un livre qui était médecin, qui décrit l'occupation et la libération de Budapest à la fin de la guerre, en termes totalement cliniques sur toutes les horreurs qui se sont passées, les viols des femmes, mais c'est décrit avec un tel détachement que ça en devient totalement insoutenable, quoi. Noir sur Blanc va fêter ses 35 ans d'existence, si je ne m'abuse, à la fin de l'année. Comment vous vous projetez dans les 35 années à venir ?
Eh bien, belle question. Donc, moi, je pense qu'il faut qu'on continue dans la même veine. On est très identifiés. Il a fallu un certain nombre d'années pour qu'un de nos auteurs décroche le prix Nobel de littérature, en la personne d'Olga Tokarczuk. Mais voilà, et on a des livres, notamment traduits du russe, comme Güzel et Akina, qui sont des best-sellers internationaux. Évidemment, un best-seller d'une jeune femme russe, c'est pas Hervé Le Tellier, non, sur le point français, mais c'est quand même très satisfaisant de voir que ce genre de livre puisse rencontrer un écho. Donc moi, je serais assez satisfaite de continuer dans la même ligne. Merci Vera Michalski. C'était l'épisode 1 du podcast Trait d'Union, consacré à la maison d'édition Noir sur Blanc.